On va s'intéresser ensemble, si vous le voulez bien, à l'économie de l'usage et de la fonctionnalité. Changez vos méthodes de travail vers des usages collaboratifs. Voilà ce qu'on vous propose, parce que le secteur du bâtiment et des travaux publics gagnerait probablement en sobriété à ne pas posséder ou à mutualiser plutôt ses moyens, à faire fonctionner ce que l'on appelle justement l'économie de l'usage et de la fonctionnalité. La pratique est un des piliers de ce qu'on appelle l'économie circulaire et elle s'inscrit pleinement dans la transition vers l'économie verte. Alors comment justement le secteur s'en est-il emparé? On va en parler avec mes deux invités. François Renaud, bonjour. Bonjour Raphaël. Directeur matériel développement durable chez Kiloutou, merci d'être avec nous. Patrick Nkodia, bonjour. Bonjour. Directeur de la transformation chez Bouygues Construction. Quelle part, et ce sera ma première question pour vous Patrick, quelle part représente ce recours à l'économie d'usage et de la fonctionnalité chez Bouygues Construction? Est-ce qu'on sait le mesurer? Alors on peut le mesurer dans les grands axes et dans les grandes tendances que nous avons aujourd'hui. Donc l'économie d'usage, c'est un modèle qui se développe de par la nécessité d'aller chercher des progrès, des économies, des efficiences dans l'ensemble de nos activités. Et si on prend l'exemple du matériel et des engins, l'économie d'usage aujourd'hui présente, et notamment le TCO, le Total Cost of Ownership, présente trois avantages. Le premier, c'est de pouvoir optimiser justement les coûts d'usage, les dépenses à la fois directes et indirectes liées à l'usage de nos matériels, à leur exploitation, et donc améliorer le bilan économique. Il a également l'avantage de stimuler l'innovation dans le secteur, dans l'ensemble de la supply chain, en poussant les uns et les autres à faire des efforts sur l'ensemble du spectre des fonctionnalités des engins, des matériels que nous utilisons. Donc plutôt que de regarder simplement le prix facial, l'image, la réputation, la marque, on va aller essayer d'optimiser chaque facteur contribuant à l'usage, donc à l'économie et donc à la performance globale du produit que l'on utilise. Et enfin, le troisième élément qui me semble très important, c'est que même quand on n'a pas de stratégie RSE, en l'occurrence chez Bouygues Construction on en a une, mais le TCO, l'économie d'usage, vous pousse à optimiser vos consommations de pièces de rechange, de carburant, d'énergie. Et donc, en ce sens, c'est une manière très vertueuse en fait d'approcher l'économie et la performance. Vous avez vu un moment où Bouygues a pivoté et s'est tourné davantage vers justement cette économie de l'usage et de la fonctionnalité? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, d'abord, c'est une préoccupation des utilisateurs, que ce soit des utilisateurs de matériel, mais on le voit de manière beaucoup plus large dans les utilisateurs des bureaux, des logements que l'on construit. Et donc oui, c'est une préoccupation première aujourd'hui de l'ensemble des usagers, mais de l'ensemble de la chaîne de valeur. François Renaud, quels bénéfices ont les constructeurs aujourd'hui à louer plutôt qu'à acheter une machine? Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre, pour qu'ils sautent le pas? Pour les convaincre, je leur dirais que s'agissant d'investissement, il faut peut-être investir avec intelligence dans ces investissements qu'on doit absolument maîtriser, et pour une grande part de matériel qui sont les gammes des loueurs, d'aller sur l'économie d'usage, c'est-à-dire d'aller sur des coûts variables et de ne pas prendre le poids que représente la gestion de parcs de matériel. Donc je pense qu'il y aura toujours une part des matériels utilisés par les constructeurs qui seront en parc en propre. Il s'agira de les acheter, de les entretenir, de les faire durer, de les revendre. Et puis pour une grosse part des matériels, et c'est le développement de l'activité de location qu'on observe depuis 2 décennies, voire un peu plus, c'est d'être dans le coût variable et d'aller chercher juste la valeur de l'usage au travers du partenaire loueur qui va proposer un coût complet. Il restera bien sûr le chauffeur, celui qui va conduire la machine, il restera les énergies, et là c'est intéressant parce que puisqu'on parle de transition énergétique, qu'est-ce qui va se passer dans le coût d'usage avec le changement de technologie, avec peut-être quelques incertitudes sur les évolutions des prix de l'énergie, entre le prix du carburant pour un moteur thermique ou le prix du kilowattheure pour un matériel électrique. Donc voilà, donc l'économie d'usage, le loueur il est au cœur de l'économie d'usage. Vraiment, c'est ce qu'il a apporté depuis 2 décennies pour les constructeurs, c'est cette approche en coût variable et en offre de services en coût d'usage. Vous dites depuis 2 décennies, mais justement dans ces même un peu plus en fait, c'est parce que en fait je parle peut-être de mon expérience personnelle,
professionnelle. Allez, disons 4 décennies, voilà, je double la mise. Prenons la vôtre d'expérience. En 20 ans, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'il y a un changement réel sur cet usage? Est-ce que ça se répand depuis qu'on a commencé à parler de manière un peu plus active de sobriété et d'économie verte? Très clairement, les constructeurs, Bouygues et ses confrères, ont eu recours de plus en plus à la location, et c'est le développement. Ça se mesure, hein, j'aime bien mesurer. Et ça se mesure. Donc le taux de pénétration, il a bien sûr été énorme. C'est la progression des chiffres d'affaires des loueurs. Moi, je suis rentré il y a 20 ans. On faisait un certain chiffre d'affaires chez Kiloutou. Il a été multiplié par 10. Donc ce multiplié par 10 ne représente pas 10 fois plus de matériel, bien entendu, puisqu'en plus les loueurs ont un intérêt dans l'économie d'usage, c'est que finalement il y a besoin de moins de matériel parce que nous on fait profiter un stock de matériel à plusieurs utilisateurs. Nos taux d'utilisation chez les loueurs sont records. C'est ça qu'il faut comprendre dans nos gammes de matériel. Donc on est bien dans l'économie d'usage. Et l'argument qui convainc, quel est-il? Est-ce que c'est la réduction des coûts ou est-ce que c'est la conscience écologique et que ça se multiplie? Alors, en fait, les deux vont de pair, là, et c'est ça qui est un peu compliqué à résoudre comme équation. Mais ce qui est convaincant, c'est quand même que, on le voit, entretenir un parc de matériel, acheter un matériel, l'entretenir, avoir les techniciens qu'il faut manager, acheter les pièces détachées, revendre ces matériels quand il s'agit en approche TCO de comprendre ce que va être le prix de revente du matériel. Tout ça, c'est un métier très spécifique, c'est du fleet management. Et effectivement, il faut développer ses compétences dans une entreprise qui doit par ailleurs développer plein d'autres compétences quand on est constructeur. Donc, je dirais qu'il y a des spécialistes qui se sont développés depuis plusieurs décennies. Faisons appel à ces spécialistes et le service sera bien rendu et à bon prix. Le prix de marché. Patrick Nkodia, quand on achète une machine, même quand on a fait un usage intensif de cette machine, on vient de le dire, c'est un investissement, c'est aussi un coût d'entretien à ajouter, de la réparation, vous l'avez dit, de la revente éventuelle. Aujourd'hui, ça, c'est un modèle qui a vécu ou qui commence à être un peu obsolète. On a un changement de mentalité qui s'opère. On ne voit plus la possession de la machine comme l'alpha et l'oméga. Alors c'est l'objet justement de cet outil d'aide à la décision qu'est le TCO, c'est que non, on ne va pas passer d'un modèle à l'autre, on va se poser la question de manière pertinente, beaucoup plus régulière, et on va faire une analyse, d'où l'importance de la data. Aujourd'hui, pour qu'une entreprise soit capable de faire cette analyse, elle doit avoir une capacité à collecter, à consolider, à analyser des données, d'où le développement très important, par exemple des capteurs, des objets connectés dans l'ensemble des matériels, pour être capable de prendre cette décision au cas par cas. Ça veut dire qu'on va regarder le matériel, on va regarder son utilisation, on va regarder son coût, et on va dire là j'ai intérêt à l'acheter, là j'ai plutôt intérêt à le louer? Complètement. On va aller au-delà du prix d'achat et du prix de revente, qui était l'historique, le modèle historique. On va regarder son coût de transport. Vous achetez un matériel une première fois, il vient de très loin souvent, et vous allez devoir le déplacer entre des centaines de chantiers. Donc sur la durée, vous allez avoir un impact. Vous allez aussi regarder son coût de montage, son coût d'installation, son coût de maintenance, ses consommations. Et donc vous allez pouvoir faire des différences et faire des choix. Et donc c'est une comparaison beaucoup plus équilibrée à mon sens, et c'est aussi une manière de lutter contre l'obsolescence programmée. Mais ce TCO, pardon, mais du coup, il est un peu à géométrie variable, non? Parce que si on met toutes ces données dont on vient de parler, elles changent en fonction du temps, en fonction du coût de l'énergie, par exemple. Je vais prendre un exemple assez intéressant. Vous aviez un schéma, non? Ah oui, alors j'ai un petit schéma. Il ne va pas être très télévisuel, mais c'est pas grave, il va me servir de pense-bête. J'ai essayé de comparer. Alors à la date d'aujourd'hui, et comme les données vont changer, ça va être important. Et puis c'est vu d'un loueur. J'ai essayé de faire très simple. On demandera à Patrick ce qu'il en pense juste après. Alors, on va acheter un matériel thermique sur une base 100. On va le faire durer dans un parc loueur pendant 10 ans. Donc chaque année, il va nous coûter 10. Je vais faire des cotes mal taillées, c'est des ordres de grandeur. Le coût de maintenance des pièces détachées, sans l'énergie. Je vais compter les pièces détachées, la sous-traitance. Je vais compter bien sûr les heures de mon technicien. Ça va me coûter 7 par an. Donc 7 x 10, 70, plus 100, 170. Je vais le revendre une certaine partie de son prix d'achat. Admettons que je le vende 40. Je vais avoir un total sur 10 ans qui va être de 130. Donc ça me fait 13 par an. Ça, c'est un matériel thermique. Je vais prendre un matériel électrique d'aujourd'hui. Je le disais hier et je le confirme, je vais partir sur le principe qui coûte 2 fois plus cher.
on verra que ce prix pourra évoluer dans le temps, essentiellement en fonction du prix de la batterie, des volumes vendus sur le marché, etc. Mais si on prend cette base de 200, c'est à peu près, pour prendre une cote mal taillée, 140 sur le matériel, 60 sur la batterie. Et ça, retenez, c'est important. Pourquoi? On fait quelques économies de maintenance. Le 7 que j'avais sur un matériel Terling va se transformer en 5, j'ai bientôt terminé. Donc on va faire 200 plus 5 x 10, ça va faire 250. Sauf que la batterie qui coûte 60, eh ben, je vais être obligé d'en racheter une sur toute la durée de vie du matériel. Parce qu'un moteur thermique, je sais qu'il y aura des contradicteurs, mais prenons l'hypothèse que le moteur thermique va durer 20 ans, c'est-à-dire toute la durée de vie de la machine s'il est bien entretenu. La batterie, à aujourd'hui, elle dure que la moitié de ce temps, c'est-à-dire 10 ans. Donc finalement, quand je fais tous les calculs, je vous passe les calculs, faites-moi confiance, mais on va se retrouver avec un coût annuel de 24 comparé aux 13 de tout à l'heure. Donc ce qu'on avait en prix d'achat qui était 2 fois plus cher, vu d'un loueur, ça reste 2 fois plus cher en TCO. La différence viendra quand Patrick nous expliquera qu'il y aura une évolution des prix de l'énergie qui fait que le prix du pétrole versus le kilowattheure électrique inversera peut-être la tendance. Et puis peut-être que les batteries dureront plus longtemps aussi. Peut-être, il faut garder espoir. C'est le bon schéma, c'est la bonne analyse, vous faites la même? Oui, c'est la bonne analyse, à ceci près que lorsqu'on est utilisateur final, ce qui est le cas dans une entreprise de construction, vous avez votre propre matériel, mais vous avez aussi en face tous les utilisateurs sur chantier. Et ce qu'il faut rajouter à ce que vient d'évoquer François, c'est aussi ce que nous on appelle la versatilité ou la multiplicité des fonctionnalités d'un matériel. Donc par exemple une pelle qui va vous permettre de faire simplement du terrassement n'a pas la même valeur qu'une pelle qui peut permettre de faire aussi du levage. Donc la multiplication des fonctionnalités, et puis il y a également le temps réel que vous pouvez exploiter le matériel sur chantier. Parce que si vous passez votre temps à le charger la moitié de la journée, votre disponibilité du matériel ne sera pas la même. Donc il faut apprendre à former les utilisateurs, chefs de chantier, conducteurs d'engins, et il faut également mesurer le temps de disponibilité réelle du matériel lors de son usage. Et c'est ça aujourd'hui qu'on doit encore améliorer sur l'ensemble de ces matériels électriques ou à hydrogène ou à énergie, j'irais, renouvelable. Dites-moi François, comment vous situez vous aujourd'hui? Quand je dis vous, c'est Kiloutou bien sûr. Vous êtes un acteur d'économie d'usage, clairement. Vous avez, je crois, investi aussi massivement dans des matériels bas carbone. Hein. Je crois qu'il y en a un peu plus de 3000, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour aller jusqu'au bout de la démarche circulaire. Vous avez des ambitions qui sont affichées aussi de réduire de 40% vos émissions directes de CO2 d'ici 2030 et d'être en neutralité carbone à 2050. Oui. On en est où là dans la transition? Alors, parce que ça fait beaucoup de choses finalement mises bout à bout. Oui, c'est intéressant. Alors nous on a aujourd'hui, et disons-le clairement, un taux d'utilisation. Dans l'approche TCO, c'est important, Patrick l'a mentionné, le taux d'utilisation aujourd'hui des matériels électriques est insuffisant. C'est-à-dire qu'on a acheté un stock. Vous m'avez dit, j'en ai plein moi des camions électriques qui sont en magasin et qu'on ne me demande pas. Oui, moi on a acheté des camions bennes électriques. Le camion bennes, c'est probablement ce qui pollue le plus. Il travaille en milieu urbain. Et le camion bennes électrique, il reste un peu trop sur les parcs de Kiloutou. Il y a un aspect financier, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il n'empêche qu'on n'est encore qu'au début de l'histoire sur l'usage de ces matériels. Et j'ai l'impression et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les usages sont, et je crois que je le disais hier, mais je le redis ici, sont des usages pour tester, pour lever un certain nombre de freins dans l'autonomie. Est-ce qu'on a suffisamment d'autonomie? Est-ce que ce matériel à l'usage est aussi efficace? Il est plus agréable à conduire, il fait moins de bruit, il a des manipulations qui sont beaucoup plus souples, il a vraiment beaucoup d'avantages. Le problème, c'est encore une fois ce prix. Moi, je crains qu'on soit à un palier qui soit un peu trop long pour tout vous dire, Raphaël. J'aimerais quand même qu'on accélère, et pour accélérer, il faut se synchroniser. Il n'y en a pas un qui va accélérer plus vite que l'autre. Je crois qu'on va accélérer tous ensemble. Enfin, on va être tous à la même vitesse, en fait. Et moi, j'aimerais que le palier, là, que je suis en train de... ce point d'inflexion dont on a besoin pour être au rendez-vous de 2030, il arrive un peu tard pour moi. Il faudrait qu'il arrive un peu plus vite. Et pour qu'il arrive un peu plus vite, il faut que dans l'équation économique, les pouvoirs publics viennent nous aider. Vous êtes d'accord, Patrick? Oui, on le fait déjà sur la flotte véhicule avec la loi LOM, oui. La loi d'orientation sur les mobilités. Et c'est vrai que c'est une grosse anomalie de voir que sur les engins de chantier, qui représentent autant, voire plus, selon les pays, en termes de consommation de carburant et donc d'émissions de CO2, il n'y ait pas d'incitation
à l'investissement ou à la location de ce type d'engin. Et je partage tout à fait l'avis de François. Il faut qu'on soit capable de s'aligner fabricants, loueurs, utilisateurs finaux, qu'on possède ou pas un parc matériel, pour être capable de dire voilà, la technologie qu'il nous faut sur tel usage, c'est celle-ci. Donc on fait un choix entre électrification, hydrogénation, biocarburant. On s'aligne sur ce choix en fonction de la capacité du matériel, de sa puissance. Les besoins ne sont pas les mêmes. Et à partir de ce moment-là, on va massifier notre capacité collective à utiliser et donc à réduire les coûts. Parce que le vrai sujet, c'est pas juste le TCO, c'est ce que nous on appelle le coût à la tonne économisé chez Bouygues Construction, c'est-à-dire je choisis dans l'ordre des solutions qui me permettent d'économiser 1 tonne de CO2 pour un coût moindre. Moi, pour renforcer le message que dit Patrick, on a mené un chantier qui ne doit pas rester un chantier d'expérience unique comme ça. On a fait un chantier ensemble sur l'aéroport d'Orly qui était effectivement, totalité des matériels était effectivement zéro émission. Bon, il faut multiplier, il faut que tout le monde, à l'instar de Bouygues, multiplie ces éléments-là. Le groupe Cheval qui était autour de la table a montré son engagement et s'engage effectivement, mais il faudra aller chercher les derniers. Et pour aller chercher les derniers, il faut un sacré coup de pouce pour le faire. Moi, je voudrais qu'on pousse l'équation encore plus loin. C'est-à-dire que, au départ, pour pouvoir louer votre matériel, vous l'achetez. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer vous avoir aussi, vous, dans la boucle d'usage comme ça, où on commence, où ça s'arrête? Ah oui, alors c'est intéressant. Alors nous, on est parti quand même pour acheter le matériel parce que, excusez-moi, mais par exemple, on emploie nos 1000 techniciens de maintenance en France. Je parle que de la France. Hein. On est dans 7 pays en Europe, mais en France, on a 1000 techniciens. Ces 1000 techniciens, on ne peut pas les trouver comme ça, on ne peut pas les manager comme ça, on ne peut pas les animer comme ça. C'est pas simple du tout. Et donc, nous, on considère qu'à partir du moment où on a, sinon une maîtrise, une bonne connaissance, une bonne expérience du management de la technique, eh bien effectivement, on est très très légitime pour être propriétaire de ces matériels. Et puis ce qui est légitime aussi, c'est qu'on en a, et je le disais tout à l'heure, le meilleur taux d'utilisation. Donc comme on en a un très bon taux d'utilisation, on arrive dans notre business model, par le principe de l'achat, de la maîtrise aussi de la revente de ces matériels, à rester sur ce principe-là, bien évidemment. Il me semble que vous avez, pour sensibiliser justement vos clients à l'achat ou à la location, effectué un bilan carbone des locations qui est destiné aux clients. Je me trompe? Oui, tout à fait. Donc on dit aux clients, voilà quel est l'impact carbone de la location. Et effectivement, on sait très bien que dans l'usage d'un même matériel, quand il est propriété chez Bouygues ou un confrère, ou quand il est dans le parc de Kiloutou, on n'a pas exactement le même bilan carbone. Je suis obligé de le dire, Patrick, mais on a un meilleur bilan carbone sur ces matériels, sur la location. Puis on a aussi autre chose à proposer, Raphaël, sur la partie, on y reviendra peut-être juste après. On va y revenir. Justement, alors ça vaut pour le matériel, j'imagine ça vaut aussi pour les bâtiments que vous construisez. Il faut penser autrement avec peut-être une réversibilité. On pousse là aussi la logique jusqu'au bout. Il faut de la flexibilité, de l'adaptabilité quand on parle justement de cette fonctionnalité d'usage. Quand vous construisez un bâtiment, il faut penser à sa deuxième vie, troisième vie. On les construit autrement. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est inévitable. D'abord parce qu'il y a une raréfaction des fonciers. Donc on ne pourra pas construire éternellement. Donc l'empreinte environnementale passe aussi par le respect de la biodiversité et ce qu'on appelle l'artificialisation des sols ou l'imperméabilisation des sols. Donc on a moins de foncier, donc on privilégie forcément d'un côté la rénovation, qui est une forme d'usage différent. Et puis bien sûr, lorsqu'on construit des bureaux ou des logements, imaginer immédiatement et les concevoir de telle manière à être capable de les convertir dans un autre usage en fonction de l'évolution des besoins de la société à cet endroit d'ici 10 à 20 ans. Donc oui. Partage l'espace, qu'il soit temporaire, complémentaire, on partage en fait. Exactement. Oui. Moi, je veux parler de l'économie d'usage. Dans l'économie d'usage, on peut en parler. Allons-y, creusons. On va creuser ça, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qui nous était demandé, voire qui est pratiqué de temps en temps. C'est le principe de l'usage d'un matériel loué à une entreprise par d'autres entreprises. Ouais, moi, j'appelle ça la mutualisation. La mutualisation. Alors, on n'en parle pas trop, mais ça se pratique un peu, voilà, on ne dit pas trop fort. Nous, on a considéré qu'il fallait rendre ça beaucoup plus vertueux et on est donc dans l'économie d'usage 2.0. Pourquoi? Parce qu'on est en mesure de proposer à Bouygues et à tous ses confrères un contrat spécifique où on va louer le matériel à Bouygues et Bouygues va pouvoir sous-louer ce matériel.
Donc là, on est vraiment dans l'économie d'usage. On a développé, avec des partenaires, une application informatique. Donc il y a tout un dispositif, il y a une application informatique, on utilise des dispositifs de télématique pour suivre tout ça, mais on peut faire du partage d'un même matériel loué sur chantier avec plusieurs utilisateurs. L'intérêt de le faire officiellement, c'est de régler les sujets de sécurité des matériels. J'ajoute au passage qu'en ayant moins de matériel, au-delà de l'aspect environnemental, il y a un aspect de sécurité supplémentaire parce qu'il y a moins de cohabitation de différents matériels au même endroit. Donc on est vraiment dans la super économie d'usage quand on fait ça. Ça s'appelle Use. Et pour ceux qui sont curieux et qui sont encore un instant sur le salon, on présente Use et il y a d'autres spécialistes de ce sujet-là sur le stand Kiloutou, voilà, en extérieur, à côté de Devlon. Ce que vient d'évoquer François est extrêmement important parce qu'il faut bien avoir conscience. Ça se fait déjà, vous le faites déjà? Oui, alors dans le BTP, il faut bien avoir conscience qu'une entreprise générale ne fait pas la totalité des travaux, donc vous avez plusieurs lots et donc il y a un pourcentage de sous-traitants qui est quand même significatif. Et donc c'est très important pour une entreprise générale d'être en mesure de partager son matériel sur le même site. Et moi j'irai plus loin, c'est ce qu'on demande aux loueurs, c'est de trouver des solutions grâce à cette télématique, grâce à ces données, pour partager. Lorsque par exemple vous êtes en région parisienne, vous avez 5 chantiers dans 1 km², vous devez être en capacité, une nacelle qui ne tourne pas pendant 3/4 de la journée parce que vous ne l'utilisez pas, soit dans le même groupe, donc au sein de Bouygues Construction, la prêter à un collègue sur un chantier à côté, voire même entre plusieurs chantiers. C'est comme ça qu'on limitera aussi le nombre d'engins en circulation. Même chose, par exemple, on parlait hier des powerbanks, on doit pouvoir partager aussi. On pourra partager la powerbank, bien sûr, on pourra louer la powerbank et on pourra la sous-louer dans son usage. Et grâce aux data, grâce à la télématique, on pourra faire ce partage. Il faut que les choses se fassent simplement, en fait. Et donc on a les data, on a la télématique, on a le digital qui nous permet de faire ça aujourd'hui. Et c'est une des solutions qui va permettre d'amortir le surcoût. Oui, c'est ça, ça a un effet direct sur la réduction des coûts opérationnels, clairement. Exactement. Est-ce que ça, on sait déjà le mesurer? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut donner? Alors, aujourd'hui, on est en phase de test parce que les solutions sont en train de nous être proposées, mais il y a une vraie volonté d'avancer dans cette direction. Donc, on a fait des simulations et des projections. Les facteurs d'économie sont aussi importants que les facteurs multiplicateurs d'achat, donc c'est de l'ordre de 2-3. Autant un matériel peut être 2-3 fois plus cher en hydrogène, en électrique par rapport à du thermique. On a les mêmes potentiels de progression dans l'économie du partage. En plus, donc si on cumule économie de l'usage plus économie du partage, on va être en capacité d'accélérer et de lever ce frein qui est le frein économique auquel nous faisons face aujourd'hui. Alors on parle des freins justement et ce sera ma dernière question à tous les deux. C'est quoi l'étape suivante? Vous avez parlé, vous avez demandé au pouvoir public d'agir un peu plus. Vous avez dit qu'il faut que l'ensemble du secteur passe à plus que de l'expérimentation. Passe à l'échelle, oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça se fasse réellement? Il y a quelque chose qui est intéressant dans le thème de table ronde, c'est l'évolution des usages collaboratifs. Moi, j'aime bien le terme collaboratif. Et donc, je pense qu'on doit y aller tous ensemble à la même vitesse et accélérer effectivement tous ensemble. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative, et avec Bouygues et avec d'autres, on est 8 autres membres, de créer la communauté des acteurs du matériel durable pour travailler ensemble, pour accélérer sur cet aspect de faire les choses ensemble, décider ensemble, flécher les investissements ensemble. Pour ça, il faut poser quelques datas autour de la table, il faut écrire des équations. Je parlais des équations technologiques qui évoluent sur la capacité des batteries, etc. Les équations économiques, on en a beaucoup parlé là avec le TCO. Tout ça, il faut avoir le courage de se dire il faut qu'on se partage ce qui est possible de faire. Et ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble pour tracer les bonnes trajectoires. C'est du collaboratif aussi, c'est exactement du collaboratif. Patrick, qu'est-ce qu'on fait pour accélérer ? Alors pour accélérer, effectivement, il faut se réunir, il faut partager le même diagnostic. Dans toute transformation, et j'en sais un petit peu quelque chose, il est impératif de partir de la même base. Sinon, vous n'avez absolument pas les mêmes idées, les mêmes points de départ et donc la même envie de faire un effort. Et on l'a pas cette base aujourd'hui, on l'a ou on l'a pas ? Non, encore insuffisamment. Alors justement, il faut se servir de toute la démarche collective qui est en cours, notamment par exemple autour du carbone. Il y a énormément de démarches de référencement, de création de bases de données. Donc les fiches techniques des produits de manière volontaire et maintenant de manière contrainte s'agrémentent de toutes ces données de consommation, d'émissions. Il faut qu'on se mette d'accord sur tous les ratios. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord sur les ratios d'émissions de tous les engins. Donc il faut être capable de parler le même langage pour être capable de déterminer la marche à franchir de manière identique. Et donc en faisant ce travail de mise en commun des connaissances,
des solutions qui n'appartiennent à personne aujourd'hui. On a besoin de l'ensemble de la chaîne de valeur pour avancer. C'est comme ça qu'on accélérera, puisque l'un sera convaincu que le prix qu'il paye à l'autre justifie l'effort. J'ajouterais, il y a un manifeste qui a été fait par les fédérations qui est très intéressant parce qu'effectivement tous les métiers sont représentés. Je pense que ce manifeste doit s'enrichir de l'expérience de l'entreprise et de l'évolution. Tous les ans, il se passe des choses techniquement et financièrement. Faire un reset. Et donc en fait, il faut faire des resets tous les ans et partager les ressources qu'on va mettre sur la table pour faire ces diagnostics ensemble, mettre les chiffres ensemble. Et je pense qu'il faut enrichir ce manifeste de quelque chose de très pratico-pratique dans la feuille de route. Pas seulement des intentions, des actes et des décisions. Il faut partager effectivement les connaissances, mais il faut surtout partager les feuilles de route technologiques. C'est-à-dire on a tous des projections aujourd'hui de ce que l'on veut faire, notre R&D, enfin de ce dont on investit en R&D. Il est impératif qu'on les partage également pour aller dans la même direction. Merci beaucoup. Patrick Nkodia, directeur de la transformation chez Bouygues Construction. François Renaud, directeur matériel développement durable chez Kiloutou, d'avoir entamé ce débat sur l'économie d'usage et l'économie de la fonctionnalité avec nous.